Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. Aujourd'hui, nous allons parler de John Stuart Mill, qui a vécu au XIXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Kira du manga Death Note. Le manga Death Note raconte l'histoire d'un lycéen brillant, Light Yagami, qui tombe accidentellement sur le Death Note, c'est-à-dire le cahier de la mort. Ce cahier a été jeté sur Terre par le dieu de la mort Ryuk parce que ce dernier s'ennuyait. Le cahier fonctionne de la façon suivante. Si on écrit un nom dans le cahier en pensant à un visage, la personne citée meurt. Or, au lieu de s'en servir pour son usage personnel, Light va avoir comme projet d'éliminer tous les criminels pour construire un monde idéal. Il veut s'ériger comme le dieu d'un nouveau monde dans lequel n'auront le droit de vivre que ceux dont il aura personnellement reconnu la valeur morale. Très vite, la population donne le nom de Kira à celui qu'ils perçoivent comme une divinité qui fait mourir les criminels. La notion qui va nous intéresser aujourd'hui et dont Mill fera la critique, c'est celle de despotisme éclairé. Ce régime politique était perçu par certains philosophes, notamment par Platon, comme le meilleur régime. Le despotisme est un régime dans lequel le pouvoir est exercé par une autorité unique qui dispose d'un pouvoir absolu. Il est dit éclairé lorsque le despote gouverne en fonction du bien et du vrai. Pour Platon, il s'agissait du meilleur régime, puisque celui qui gouverne est celui qui sait ce qu'il convient de faire pour le bien de la cité, et il agit dans ce but. La première critique que l'on peut faire à ce gouvernement est évidemment qu'il est totalement utopique. Mais la critique de Mill qu'on va voir est plus subtile et plus complexe que ça. Commençons par lire ensemble un extrait du chapitre 3 du livre « Le gouvernement représentatif » de John Stuart Mill. La critique du despotisme éclairé est longue et elle s'étend dans l'ensemble du chapitre. J'ai donc fait plusieurs coupes, mais pour la fluidité de ma lecture, je ne les signalerai pas. On suppose que le pouvoir absolu, entre les mains d'un individu éminent, assurerait l'accomplissement vertueux et intelligent de tous les devoirs du gouvernement. De bonnes lois seraient établies et imposées, et on réformerait les mauvaises lois. Le fait est que pour réaliser toutes ces conditions, il faut un monarque qui non seulement soit bon, mais qui voit tout. Pour accomplir cette tâche d'une façon passable, il faut des facultés et une énergie si extraordinaires qu'on ne peut guère se représenter le bon despote en question consentant à s'en charger, à moins que ce soit pour échapper à des maux tolérables, ou bien comme préparation transitoire à quelque chose d'autre. Supposons la difficulté vaincue. Qu'aurions-nous alors ? Un homme d'une activité intellectuelle surhumaine, dirigeant toutes les affaires d'un peuple intellectuellement passif. C'est là ce qu'implique l'idée de pouvoir absolu. La nation comme ensemble et les individus qui la composent n'ont aucune influence sur leur propre destinée. Ils n'exercent pas de volonté au sujet de leurs intérêts collectifs. Une volonté qui n'est pas la leur, et à laquelle ils ne sauraient désobéir sans crime légal, décide de tout pour eux. Quelle espèce d'être humain peut-on former sous pareil régime ? Quel sera le développement de leurs facultés intellectuelles ou actives ? Il faut qu'un homme ait à un point extraordinaire le goût du travail intellectuel en lui-même et pour lui-même, s'il prend la peine de réfléchir, avec la certitude de ne produire aucun effet extérieur, ou s'il se prépare à des fonctions qu'on ne lui permettra jamais d'exercer. Ce qui seul pousse les hommes à l'effort intellectuel, exception faite d'un petit nombre d'esprits, c'est la perspective d'en recueillir des fruits pratiques. Que fera le monarque si des opinions défavorables viennent à être en majorité ? Changera-t-il de voix ? En appellera-t-il à la nation ? S'il le fait, ce n'est plus un despote, mais un roi constitutionnel, l'organe ou le premier ministre de la nation, avec cela seulement de particulier qu'il est irrévocable. S'il ne le fait pas, il doit user de son pouvoir despotique pour réduire l'opposition au silence, ou bien il s'élèvera, entre la nation et un homme, une lutte permanente qui n'a qu'une issue possible. Mill énonce 3 critiques, chacune étant déjà une difficulté indépassable, mais qui engendre de nouvelles difficultés si on admet qu'on peut arriver à passer les premières. Pour le dire plus clairement, il va y avoir 3 problèmes. D'abord, il semble impossible de trouver un bon candidat pour le rôle du despote éclairé. Ensuite, en imaginant qu'on réussisse à le trouver, viendra le problème du genre de citoyens qui composeront ce régime. Et enfin, si ce nouveau problème est dépassé, il en viendra un dernier qui sera celui que nous illustrerons avec Death Note.
Reprenons le texte de Mill dans l'ordre et ses 3 critiques. D'abord, s'il reconnaît que pour beaucoup de philosophes, le despotisme éclairé est un modèle alléchant, il va soulever une première difficulté et pas des moindres, ce régime est totalement impossible à mettre en place. En effet, pour qu'il y ait despotisme, il faut qu'il y ait un despote. Ici, le despote doit en plus être éclairé, c'est-à-dire qu'il doit connaître la vérité sur tous les sujets politiques. C'est seulement comme ça qu'il pourra gouverner uniquement par la raison et faire un régime parfait. Ce problème se pose déjà dans Death Note. Light Yagami, celui qui possède le Death Note, correspond assez bien à ce modèle puisque c'est un étudiant extrêmement brillant et qu'il a un sens aigu de la justice. Et pourtant, ce qu'il pose comme un idéal à atteindre reste très discuté, à la fois dans le manga entre les personnages, mais aussi entre les lecteurs du manga, ce que je constate tous les ans puisque j'introduis généralement mon cours de philosophie politique par la question suivante: la société serait-elle meilleure si le souverain possédait le Death Note ? Dès lors, rien ne garantit que celui qui, comme Light, pense posséder la science du bien, je reprends l'expression de Platon pour désigner la science politique, possède véritablement cette science. Mais l'omniscience attendue du despote touche aussi à sa relation avec les citoyens. Pour pouvoir remplir sa fonction, qui est de diriger la société comme un père de famille dirigerait ses enfants, en éduquant les citoyens et en les punissant quand ils font des bêtises, le despote devrait être capable de tout voir. Cette difficulté semble clairement indépassable, et elle sera la première grande critique de Mill, aucun être humain normal ne peut tenir ce rôle. Et c'est seulement en imaginant cette première difficulté surmontée que l'on pourra commencer à réfléchir au problème suivant. Heureusement pour nous, on peut constater que Kira, le justicier de Death Note, surmonte en partie le problème de l'omniscience. Contrairement à la justice humaine qui peut laisser échapper des criminels, Kira n'a besoin que de leur nom et de leur visage pour les tuer à distance. La justice de Kira, contrairement à la justice humaine, semble donc infaillible. Lui-même se compare à un dieu, il répète plusieurs fois qu'il ne veut pas seulement être le souverain mais le dieu du nouveau monde qu'il va créer. Et en effet, si la religion a aussi souvent servi de fondement politique, c'est parce que personne n'échappe au regard de Dieu. Concrètement, un criminel peut ne jamais se faire attraper par les forces de police, mais le croyant sait qu'il n'a aucun moyen d'échapper à la sentence divine. Dans Death Note, les criminels qui échappent à la peine de mort savent désormais qu'ils n'échapperont pas à la sentence de Kira. Admettons donc, pour pouvoir passer au problème suivant, qu'il existe un individu capable d'être omniscient et parfaitement bon. À quoi ressemblerait la société sous le règne de ce despote ? La conséquence d'un tel régime serait la suivante. Le peuple serait passif et plus aucune activité intellectuelle, philosophique ou littéraire ne verrait le jour. Les individus, qui ne seraient plus impliqués dans la vie politique ni dans la réflexion en général, ne verraient probablement pas l'intérêt de réfléchir à des questions de société. Il n'y aurait pas d'intérêt à étudier la vie sociale, ni à la décrire au travers d'œuvres d'art. Ils n'essaieraient même pas de réfléchir à leur propre existence, puisque le souverain sera en mesure de décider pour eux de la meilleure voie à suivre. Seuls quelques esprits attirés par la pure recherche de la vérité et de la connaissance se préoccuperaient de ces questions, mais ils seraient rares. Ce serait donc certes une société qui fonctionne bien, mais une société où, individuellement, les citoyens ne seraient pas investis. Enfin, imaginons que nous soyons dans une société exceptionnelle où, malgré tout ça, les individus continuent à s'intéresser à la science, à l'art, à la politique, même si c'est inutile, au sens où ça ne change rien qu'ils le fassent ou non. Donc imaginons cette difficulté surmontée. Qu'est-ce qui se passera si quelqu'un, à force de réfléchir sur la politique, en arrive à des conclusions différentes de celles du despote ? Et si ces opinions contraires étaient en majorité, que se passerait-il ? Si le despote éclairé veut rester despote et gouverner la société en fonction du bien comme il pense le faire, il n'aura pas le choix, toute opposition devra être réprimée. C'est exactement dans cet écueil que tombe Kira quand il se rend compte que certains commencent à s'opposer à lui. En effet, au début, Light, alias Kira, élimine les criminels parce qu'il pense que c'est un bien pour la société. Il se réjouit de voir que sur Internet, les gens ont tendance à l'encourager et à le remercier pour ce qu'il fait. Mais la police, de son côté, le considère comme un tueur en série qu'il faut punir au même titre que tous les autres. Pour le démasquer, ils font appel à un enquêteur célèbre dont on ne connaît ni le nom ni le visage et qu'on appelle L. Celui-ci se doute que Kira est bien une personne, qu'il est au Japon et qu'il peut tuer à distance. Il pense également que Kira a besoin de connaître le nom et le visage de sa victime pour la tuer. Il monte alors un plan pour confirmer ses soupçons. Un soir, à la télévision, Light, alias Kira,
voit passer un homme qui se présente sous le nom de Lind L. Taylor et qui prétend être elle. Celui-ci annonce qu'il va se mettre en quête de Kira. Au début, Light n'a absolument pas peur de lui parce qu'il possède un pouvoir surnaturel et ne pense pas pouvoir être démasqué. Ce qui va le faire totalement sortir de ses gonds, c'est une petite phrase. Taylor va lui dire « Ce que tu fais est immoral ». En entendant cette accusation, Light va aussitôt se révolter parce qu'il se considère comme l'incarnation de la justice qui protège les faibles du crime, et il va donc écrire le nom de Lind L. Taylor dans son cahier. Taylor est tué aussitôt. Évidemment, il s'agissait d'un leurre, et ce n'était pas le véritable L, mais un condamné à mort envoyé comme cobaye pour tester les pouvoirs de Kira. Light est donc tombé dans un piège, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. La question qu'on peut se poser, c'est plutôt « Pourquoi a-t-il tué Taylor ?» À ce moment du manga, il est certain de ne pas pouvoir être démasqué, il n'a donc aucun intérêt direct à l'éliminer. Le seul élément qui le pousse à tuer Taylor, c'est une divergence d'opinion. Taylor l'a accusé d'être immoral, rien de plus, et c'est exactement ce qui lui fait perdre la raison. Les images l'illustrent très bien, que ce soit dans le manga écrit ou dans l'animé. La scène de l'animé où il écrit le nom de Lind L. Taylor en très gros dans son cahier avec un rire diabolique est d'ailleurs une des plus connues de toute la série. Donc en fait, Kira ne peut même pas admettre qu'il existe des opinions autres que la sienne dans le monde idéal qu'il veut construire, quand bien même les individus qui ne pensent pas comme lui ne représenteraient pas la moindre menace. Quelques épisodes plus tard, il va de nouveau s'éloigner de son objectif, de ne tuer que des criminels, en éliminant tous les agents du FBI que elle a envoyés après lui, agents qui n'ont rien fait d'autre que leur travail. Tel est donc l'écueil indépassable du despotisme, éclairé ou non. Aucune réflexion contraire à celle du souverain ne saura être acceptée. Si c'était le cas, comme le dit Mill, si le despote était ouvert à la réflexion en commun avec autrui, on ne serait plus dans un régime despotique. C'est donc logiquement impossible que le despote accepte des opinions divergentes dans sa société, puisque s'il le fait, ce n'est plus un despote. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si vous voulez plus d'analyse de Death Note, je vous invite à regarder de plus près mon livre Death Note, la philosophie de Kira. Vous trouverez les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.